des doses aussi fortes. Dans les jours et mois qui suivirent la catastrophe, les cadavres d'animaux, d'insectes, de fleurs, d'herbes, d'arbres se comptaient par dizaines de millions dans la zone interdite. En milliards sans doute pour tous les micro-organismes et bactéries. Des milliers de pins, proches de la centrale, roussirent en quelques semaines, puis moururent. Les scientifiques donnèrent alors un nom à cette sinistre forêt, la forêt rouge. Les stigmates de cette bataille sont encore visibles. La forêt rouge allait bientôt devenir un laboratoire des plus étonnants de la planète, où énigmes et paradoxes allaient se succéder. Plus de 400 naissances anormales chez les animaux domestiques auraient été observées autour de la zone dans les mois et années qui suivirent la catastrophe. Mais du fait des retombées en taches de léopard, des zones quasiment indemnes en côtoyaient d'autres totalement vidées de leur faune, exterminées par la violence des doses de radioactivité. À la différence des bombes nucléaires qui sont des flashs et irradient de façon très courte, ici, les radionucléides tombés au hasard continuent de rayonner en toute discrétion tant qu'ils ne se sont pas tous désintégrés jusqu'à devenir des atomes stables. Les éléments radioactifs sont généralement caractérisés par leur période ou demi-vie. Cette demi-vie correspond au temps au bout duquel le radioélément a perdu la moitié de sa radioactivité. Ce qui veut dire qu'au bout de 10 périodes, l'élément est considéré comme non radioactif. Certains de ces éléments radioactifs ont des demi-vies très courtes, quelques secondes, quelques jours. Ce qui veut dire que maintenant, leur radioactivité est inexistante. Ils ne sont plus radiotoxiques. Mais d'autres éléments comme le plutonium, le méricium, l'uranium ont des demi-vies beaucoup plus longues, centaines de milliers d'années. Aujourd'hui, après plus de 2 décennies, moins de 3% d'atomes radioactifs subsistent dans la zone interdite de Tchernobyl. Mais ceux qui restent sont là pour très longtemps. Et leurs comportements dans la nature sont autant d'énigmes pour les scientifiques. La zone de Tchernobyl est entrée dans une nouvelle phase, celle que les scientifiques appellent phase de radioactivité chronique, mais de faible dose. Ces doses n'ont plus rien à voir avec celles des premières années après l'accident, mais sont malgré tout encore des milliers de fois supérieures à la normale. Saison après saison, année après année, entraînés par la décomposition naturelle de la végétation, les radionucléides résiduels allaient lentement s'enfoncer dans le sol et entrer en contact avec les racines des plantes. Les organismes vivants, qu'ils soient végétaux ou animaux, allaient absorber ces atomes radioactifs, soit par inhalation, soit en se nourrissant. Ils allaient devoir lutter contre un ennemi de l'intérieur, subir une irradiation interne et devenir eux-mêmes radioactifs. Toute la chaîne alimentaire de la zone interdite allait être atteinte. Boris Soroczynski est botaniste radioécologue. Il suit au plus près le combat que mène la végétation face à ces envahisseurs microscopiques. Il a consacré plus de 17 ans de sa vie à tenter de comprendre les subtilités des réactions des plantes face aux radionucléides. Aujourd'hui, la radioactivité émise dans la zone de Tchernobyl est due principalement à 2 radionucléides toujours présents, le césium-137 et le strontium-90, car ayant une demi-vie d'environ 30 ans chacun. Il faudra 10 demi-vies pour qu'ils aient disparu, soit autour de l'année 2286. Ces 2 radionucléides jouent les premiers rôles dans cette guerre au long cours,
et provoque une redistribution étonnante et inattendue de la radioactivité. Aujourd'hui, on observe un phénomène très intéressant selon la composition chimique du sol et de sa végétation. Les radionucléides ont migré au fur et à mesure du temps jusqu'à 30 cm environ de profondeur dans le sous-sol et ont fini par rencontrer les racines des plantes. Les plantes ont alors commencé à absorber ces atomes radioactifs. Du coup, une partie de la radioactivité provient du sous-sol et une autre provient de la végétation. Les plantes souffrent maintenant d'une irradiation chronique due aux radionucléides incorporés dans leurs cellules. Les effets de ces faibles doses restent très peu connus. Et regardez ce qu'on peut observer avec ce compteur Geiger. Posé directement sur le sol, le dosimètre affiche un petit niveau de radioactivité, 0,04 microsieverts par heure, à peine plus que la normale. Simplement parce que la plupart des radionucléides sont à 30 cm environ. Mais si je suis les tiges de ces hautes herbes, le niveau augmente. Ces tiges contiennent des radionucléides que le compteur Geiger détecte même en faible quantité, 0,08 microsieverts par heure. La valeur a doublé, d'où cette observation, la végétation est devenue plus radioactive que le sol. Comment se comporte la végétation face à cette contamination interne et donc aux radiations? Carl Magnus Larsson, de l'agence suédoise de radioprotection, connaît bien cette question pour avoir coordonné les recherches de plus de 30 laboratoires européens sur ces sujets. Les radiations provoquent des cassures des chromosomes. Cela peut se produire soit directement par le rayonnement, soit par l'apparition de radicaux libres qui vont à leur tour aller découper l'ADN. La nature a donc inventé des mécanismes de réparation des chromosomes. L'un des principaux systèmes de réparation est basé sur le fait que les chromosomes sont constitués de deux brins quasiment identiques, imbriqués en double hélice.